Bonjour à toutes et à tous. Au nom du Fonds de recherche du Québec et de son partenaire, le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, je vous souhaite la bienvenue à cette activité de transfert des connaissances qui permettra d'en connaître davantage sur deux recherches menées dans le cadre du programme de recherche sur les jeux d'hasard et d'argent et autres dépendances. Nous entendrons tour à tour l'équipe de Marie-France Demers de l'Université Laval et d'Andréane Légaré de l'Université de Sherbrooke pour une rencontre qui prendra fin autour de midi. Je suis Karine Gendron, responsable de programme aux actions concertées du Fonds de recherche du Québec, et c'est avec plaisir que j'animerai la rencontre d'aujourd'hui. Il est intéressant de savoir que le programme de recherche sur les jeux d'hasard et d'argent est issu d'un long partenariat avec le M3S. Le programme a été créé en 2002 et plusieurs éditions ont vu le jour depuis. Donc, les projets présentés aujourd'hui ont été retenus dans le cadre de deux concours différents depuis 2019. Précisons que le M3S a financé la totalité de ses recherches. Nous le remercions de s'engager dans le soutien de la recherche et de reconnaître son importance afin d'appuyer, d'éclairer les décisions, les stratégies, les actions gouvernementales à mettre de l'avant pour appuyer les milieux pratiques et citoyens. L'objectif principal du programme de recherche sur les jeux d'hasard et d'argent est d'améliorer les connaissances sur les jeux de hasard et d'argent et les méfaits qui peuvent y être associés. Il s'agit de développer des perspectives non stigmatisantes sur les jeux d'hasard et d'argent pour proposer des applications concrètes favorisant la santé et le mieux-être. Le programme vise également à susciter ou consolider des alliances entre la communauté scientifique et les milieux de l'intervention pour favoriser la collaboration dans la réalisation des projets sur cette thématique. Ce programme s'inscrit, vous l'aurez compris, dans la programmation des actions concertées du Fonds de recherche du Québec. Aux actions concertées, ce sont les partenaires, ici le ministère de la Santé et des Services sociaux, qui vont définir les objectifs et les besoins du programme, alors que le Fonds est quant à lui responsable de la gestion du financement, allant de la coordination des comités d'évaluation chargés d'évaluer les dossiers qui vont être déposés à chaque concours à l'animation des différentes rencontres qui permet de réunir les parties prenantes, donc la communauté de recherche, la communauté pratique et puis les décideurs, les décideuses, les personnes qui travaillent au ministère. Nous nous assurons également du respect de la liberté académique et de la propriété intellectuelle des chercheurs et des chercheuses. Sur ce point, même si elles reçoivent leur financement d'un ministère, les personnes titulaires d'un octroi sont seules responsables du contenu de leurs travaux et sont libres de présenter leurs résultats par différents moyens jugés opportuns. Au terme de chaque recherche menée aux actions concertées, le Fonds organise une activité de transfert des connaissances permettant de favoriser l'appropriation des résultats de la recherche par les milieux utilisateurs. C'est autour de cette rencontre que nous sommes réunis aujourd'hui. Vous êtes plusieurs personnes avec nous en ligne aujourd'hui, puis vous provenez de différents milieux, hein, décideurs, citoyens, citoyennes, communautaires, de l'intervention, de la recherche. Ça promet une période d'échange assez riche. D'ailleurs, je précise que les activités de transfert des connaissances cherchent justement à créer un dialogue entre les milieux de la recherche, les milieux politiques, les organismes communautaires, les personnes intervenantes et les citoyens et citoyennes. Pour favoriser les conditions de ces échanges, le FRQ assure de créer un climat sécuritaire, respectueux. Vous constaterez notamment que vos caméras et vos micros ne peuvent pas s'activer. De plus, les commentaires et questions que vous inscrirez dans la boîte de discussion ne seront pas visibles au public. Elles demeureront confidentielles. Je suis accompagnée aujourd'hui de Samuel Beaulieu-Michaud, conseiller en dépendance à la direction des services sociaux généraux à la dépendance et à l'itinérance du ministère de la Santé et des Services sociaux. Il a généreusement accepté d'animer la période d'échange, se proposant ainsi d'être votre porte-voix en relayant vos questions qui seront inscrites dans la boîte de discussion. Notre rencontre est enregistrée et elle sera rediffusée sur la chaîne YouTube du Fonds de recherche d'ici quelques jours. Cela dit, je vous invite à rester avec nous jusqu'à la fin puisque la période de questions ne sera pas rediffusée. C'est souvent là hein, que les échanges sont le plus riches d'ailleurs.
Je suis également accompagnée de ma collègue Audrey Asselin, qui est responsable des aspects logistiques, techniques de la rencontre. Elle vous a déjà partagé certains liens dans la conversation, donc elle pourra répondre aussi à toute éventuelle question là, sur des problèmes techniques que vous pourriez rencontrer. Puis je la remercie de veiller sur nous ainsi. Sans plus tarder, j'inviterai Marie-France Demers et son équipe. Donc, elle est accompagnée d'Olivier Corbeil de l'Université Laval à nous présenter son projet de recherche s'intitulant Comprendre le lien entre le jeu problématique et les troubles psychotiques chez les jeunes, une nouvelle voie vers leur rétablissement. Alors qu'elle amorce son partage d'écran, je le vois ici, je me permets de la présenter brièvement. Donc, Marie-France Demers est pharmacienne clinicienne à la clinique Notre-Dame-des-Victoires du CIUS de la capitale nationale depuis plus de 25 ans. Elle est professeure titulaire à la faculté de pharmacie de l'Université Laval et directrice du programme cours de troisième cycle en soins pharmaceutiques spécialisés. Elle est chercheure au Centre de recherche Cerveau et s'intéresse particulièrement à la psychopharmacologie des jeunes en début d'évolution de psychose dans une perspective axée sur le rétablissement. Et vous le verrez, elle est accompagnée, comme je viens de le dire, d'Olivier Corbeil, qui a très activement participé à la recherche, hein. C'était une partie de sa recherche doctorale. Je crois que tout ça vous sera expliqué. Mais on vous remercie là, de venir comme ça à deux nous présenter vos recherches. La parole est à vous pour les 30 prochaines minutes. Merci beaucoup, Madame Gendron. Merci aux partenaires aussi de nous accueillir aujourd'hui. Nous allons vous présenter le premier volet d'une programmation de recherche qui est financée par le Fonds de recherche Société et Culture. Comprendre le lien entre le jeu problématique et les troubles psychotiques chez les jeunes, une nouvelle voie vers leur établissement. Que nous avons réussi à faire de 2019 à 2023. Et nous poursuivons actuellement sur un volet plus qualitatif sur les motivations et les considérations, les trajectoires. Ces travaux sont toujours en cours. Alors, Olivier, la prochaine. Notre équipe est composée de cliniciens-chercheurs et de professeurs d'université de différents domaines. Nous sommes des spécialistes du traitement des troubles psychotiques chez les jeunes en début d'évolution de psychose. Et ce projet est mené dans 2 cliniques d'intervention précoce pour les jeunes en début d'évolution de psychose. Donc, parmi les partenaires, j'aimerais souligner l'équipe de la docteure Amal Abdelbaki, pardon, et son équipe et notre équipe aussi clinique à la clinique Notre-Dame-des-Victoires, ainsi que notre équipe de recherche. Vous avez les différents partenaires. Il y a aussi des patients partenaires, des proches partenaires qui ont collaboré. Peut-être aussi ajouter la contribution exceptionnelle, vous allez le voir, d'Olivier Corbeil, qui est au cœur de nos résultats qui vous seront présentés aujourd'hui, puisqu'il en a fait sa thèse de doctorat. Olivier, si tu veux appuyer encore. Nous avons aussi des projets compagnons qui sont actuellement menés. Je vais vous en parler à la fin de la présentation. Et donc, c'est une chance que de pouvoir faire de la recherche intégrée aux soins, autant à la clinique Notre-Dame-des-Victoires qu'à la clinique JAP à Montréal, 2 équipes qui traitent des jeunes en début d'évolution de psychose, mais qui font de la recherche et notamment qui ont collaboré à la réalisation et au succès de ce projet. La prochaine. On a donc une perspective ici qui est très intégrée, qui est intersectorielle, c'est-à-dire qui fait intervenir un grand mot pour dire qu'il fait intervenir des connaissances du domaine psychosocial, du domaine médical, sur la santé, mais qui est axé aussi sur le rétablissement des personnes qui ont un problème de psychose et qui, vous allez le comprendre, auront un problème associé, c'est-à-dire un trouble lié au jeu de hasard et d'argent. La prochaine. Notre groupe interdisciplinaire composé de médecins, de pharmaciens, de psychologues, travailleurs sociaux, etc., s'intéresse à finalement tous les ingrédients qui peuvent déterminer non pas seulement la rémission des symptômes, mais plutôt le rétablissement de la personne, qu'elle ait une vie satisfaisante. Ça inclut le rétablissement fonctionnel, personnel, y compris aussi des enjeux de santé physique. Olivier, si tu veux cliquer. En fait, la présentation d'aujourd'hui, la recherche va s'inscrire sur le traitement ou
la prise en charge d'une comorbidité ou l'étude d'une comorbidité qui était très, très peu étudiée, c'est-à-dire le trouble lié au jeu de hasard et d'argent, comme vous allez le voir. La prochaine. Olivier, tu peux changer. Alors donc, je laisse le soin à Olivier de démarrer notre histoire qui nous a conduit à toute l'élaboration de ce projet de recherche. Merci beaucoup, Marie-France. Donc, effectivement, je suis Olivier Corbeil. J'ai terminé mon doctorat l'été dernier. Mon projet de doctorat, c'était vraiment particulièrement sur cette comorbidité-là. Puis donc, je vais tenter de faire un court résumé aussi de qu'est-ce qui nous a mené à nous intéresser à cette question-là. Puis en fait, tout a commencé là, il y a quand même près de 10 ans maintenant. À l'été 2017, en fait, on rapportait à notre clinique pour premier épisode psychotique, donc des jeunes de 18 à 35 ans, des premiers cas de jeux problématiques. Donc vraiment, les intervenants, euh, pour la première fois, là, constataient vraiment des problématiques en lien avec les jeux d'hasard et d'argent. Puis ce qui était un peu surprenant aussi à cette époque-là, c'est que tous les cas, en fait, on parlait d'un 6-7 cas, là, étaient survenus sous un même traitement antipsychotique, qui est l'aripiprazole, qui était une nouvelle molécule à ce moment-là, relativement nouvelle, qui est super bien tolérée, donc qu'on utilise vraiment beaucoup pour les jeunes qui ont une première psychose. Puis donc, c'était assez surprenant de voir ces cas-là. Donc, c'est vraiment ça un peu qui a lancé la question. On a rapporté, documenté ces 6 cas-là. Puis comme de fait, ben, il semblait vraiment avoir un lien avec la prise de cette antipsychotique-là. Donc, au niveau du temporel, c'était vraiment des jeunes qui n'avaient pas d'antécédents nécessairement, puis quelques mois après le début du traitement, avaient développé vraiment des envies là, de jouer puis des problèmes de jeu vraiment là, diagnostiqués par les psychiatres. On a effectué une première revue de la littérature, donc vraiment aller voir est-ce que c'est des choses qui ont déjà été documentées dans cette population-là avec ce médicament-là. On avait quand même répertorié là, environ 16 cas où des jeunes ou des gens de tous âges, notamment pour la schizophrénie, mais aussi pour le Parkinson, avaient développé des cas de jeux problématiques avec l'aripiprazole ou des agonistes de la dopamine qu'on appelle. Donc certains médicaments plus spécifiques. Mais bon, c'était quand même relativement rare. Puis aussi, on n'avait pas vraiment beaucoup de données. Est-ce que c'est vraiment le médicament qui est en cause ou non? Plusieurs facteurs de confusion. Puis on va voir que le fait d'avoir un trouble psychotique en soi, ben, on pense que c'est associé à un risque plus élevé aussi de développer un problème de jeu de hasard et d'argent. Donc, c'est un peu ça qui a lancé notre programmation. On a fait une première étude, donc, avant là, les actions concertées, dans le cadre de ma maîtrise en pharmacie d'hôpital. On a fait une étude cas témoin. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est à la clinique pour premier épisode psychotique de Québec, on a été voir là, tous les patients qui avaient été traités, tous les jeunes qui avaient été admis dans le programme entre 2015 et 2018. On avait une cohorte d'environ 219 patients. Et on a vraiment épluché tous les dossiers de ces 219 patients-là. On a été voir aussi les intervenants. On a vraiment essayé d'identifier est-ce qu'on a eu des gens qui ont développé un problème de jeu. On avait quand même 14 cas de jeux problématiques. Donc, ça peut paraître relativement peu, mais il faut savoir que c'est quand même une prévalence qui est à peu près 6 fois plus élevée que celle qu'on retrouve dans la population générale. On parle d'un jeu problématique autour de 1% dans la population canadienne, par exemple. On a ensuite regardé ces 14 cas-là, puis on les a comparés au reste des patients, pour voir est-ce qu'il y a des facteurs qui les différenciaient. Puis, de façon assez, encore une fois, étonnante, 12 des 14 cas étaient survenus sous le même antipsychotique que j'ai parlé, donc l'aripiprazole. Donc, la prise de cet antipsychotique-là était près de 9 fois plus fréquente chez les jeunes qui avaient développé un jeu problématique. Donc, c'est vraiment de là qu'est lancé, qu'est venue la programmation de façon plus large. On voulait aussi s'intéresser à la rapiprazole, mais aussi de façon plus large aux jeux problématiques dans les troubles psychotiques. Donc, dans le cadre de mon doctorat, puis aussi de la programmation, on a fait différents projets, différentes programmations. Tout d'abord, juste pour introduire un peu le sujet, donc pourquoi on s'intéresse aux jeux problématiques? Ben, comme Marie-France l'a dit, les comorbidités psychiatriques, que ce soit le jeu, que ce soit l'utilisation de substances, ça a un impact vraiment significatif sur la trajectoire de vie de nos patients. Puis malheureusement, ben, elle demeure encore trop souvent négligée. C'est de moins en moins le cas, mais quand même. Donc ici, on voit là, très brièvement là, les résultats d'une autre étude qu'on avait faite, pas en lien avec le jeu problématique, mais juste pour illustrer que les gens qui ont un trouble psychotique, qui n'ont pas d'autres comorbidités,
donc la ligne en noir ici, vont avoir un taux de rechute pour psychose, donc d'hospitalisation pour psychose, au cours d'une année d'autour de 10%. Par contre, on voit que dès qu'on a une ou plusieurs comorbidités, que ce soit en bleu l'usage de substances, en jaune les troubles de personnalité, ou lorsqu'on a même les deux comorbidités à la fois, bien, le taux de rechute augmente de façon drastique. Donc, à 1 an, c'est à peu près 50% des gens qui ont plusieurs comorbidités qui vont avoir une rechute. Puis on voit la même chose aussi avec une autre comorbidité qui est un peu négligée en clinique, du moins chez les jeunes qui ont un trouble psychotique, le TDAH. Donc on voit qu'au cours de la vie, les gens qui ont un TDAH vont se faire beaucoup plus souvent hospitaliser pour, entre autres, des troubles d'usage de substances. Donc clairement, si on se concentre seulement sur le trouble psychotique et qu'on fait abstraction des autres comorbidités, ben on passe à côté de quelque chose pour améliorer vraiment le rétablissement de ces personnes-là. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là qu'on s'est intéressé aux jeux problématiques, à savoir qu'est-ce qu'on sait sur le sujet. Donc, il faut savoir, on en savait très peu, malheureusement. Donc, dans cette première étude-ci, ce qu'on a fait, en fait, on a vraiment identifié toutes les études qui s'étaient intéressées aux jeux problématiques chez des gens qui avaient des troubles psychotiques. Donc, vous voyez, on n'a quand même pas tant que ça. Donc, ça, c'est au cours là, des 30 à 40 dernières années seulement. On voit il y a environ 12 études là, qui avaient été réalisées. Puis ce qu'on observe, c'est qu'on a une prévalence d'environ 9%. Donc, lorsqu'on combine toutes ces études-là, donc 9% des gens qui ont un trouble psychotique vont développer un jeu problématique. C'est à peu près 9 fois plus prévalent que ce qu'on voit dans la population générale. Donc, clairement, il semble y avoir une plus grande vulnérabilité à cette addiction comportementale-là. Puis, on a aussi regardé l'inverse. Donc, est-ce que les joueurs problématiques, on le sait, sont plus à risque de développer d'autres comorbidités, d'avoir d'autres problèmes de santé? Est-ce qu'ils sont plus aussi à risque d'avoir des troubles psychotiques? Puis, c'est un peu le même constat aussi qu'on observe. Donc, il y a environ 5% des joueurs problématiques qui vont se présenter, qui vont avoir également un trouble psychotique. Donc, c'est un peu plus élevé aussi que ce qu'on observe dans la population générale. Donc, clairement, c'est quelque chose de prévalent, quelque chose qui a des conséquences importantes. Donc, c'est ce qui a fait en sorte qu'on a vraiment développé la programmation qui a été subventionnée, qu'on vous présente aujourd'hui. Donc, au cœur de cette programmation-là, on a fait une étude de cohorte dont le protocole a été publié rapidement là, en début de parcours. Donc, juste si on fait un résumé, donc pourquoi on s'est intéressé à cette question-là? Donc, il faut savoir que les troubles psychotiques, ça touche environ 3% de la population, donc c'est quand même relativement fréquent. Puis surtout, ben, c'est associé à des conséquences vraiment significatives. Donc, il faut savoir, les gens qui ont un trouble psychotique vont mourir là, en moyenne 15 à 20 ans plus jeunes que les gens de la population générale, entre autres à cause de plusieurs problèmes de santé et d'un accès diminué aux soins. Donc, il y a plusieurs barrières, que ce soit individuelles, mais aussi systémiques. Donc, c'est des gens qui vont avoir moins tendance à aller rechercher des soins. Mais même lorsqu'ils font l'effort d'y aller, on peut voir que la qualité des soins, parfois, va être un peu inégale pour ces personnes-là. Puis aussi, ben, les traitements pharmacologiques actuels ont plusieurs limites. Donc, les traitements antipsychotiques sont quand même assez efficaces pour diminuer les symptômes, par exemple les hallucinations, mais pour parvenir au rétablissement, donc avoir une qualité de vie satisfaisante, des gens qui vont se rétablir, qui vont être satisfaits de leur relation sociale, ces traitements-là vont souvent ne pas y parvenir seuls. Donc, il faut vraiment prendre la globalité de la personne en compte. Le jeu problématique est sous-estimé dans cette population-là, mais je pense aussi de façon générale. On parle bon, d'une prévalence, comme je l'ai dit, d'environ 1%, voire moins, là, dépendamment de comment on le mesure. Puis, comme je l'ai dit, ben, on pense que c'est beaucoup plus fréquent chez les gens qui ont des troubles psychotiques. Il y a plusieurs facteurs de risque qui sont communs aux deux conditions. Donc, par exemple, ben, au niveau génétique, entre autres, donc il y a des vulnérabilités génétiques communes, mais il y a aussi plusieurs facteurs de risque, par exemple l'adversité dans l'enfance, la maltraitance. Il y a plusieurs comorbidités aussi qui vont augmenter le risque de développer les deux conditions. L'usage de substances, les troubles de l'humeur, l'anxiété, etc. Puis les conséquences du jeu problématique, on le sait, sont significatives, que ce soit en termes de détresse psychologique, en termes de risque accru de suicide. Donc, on peut penser que ces conséquences-là vont venir s'additionner aux conséquences qui sont déjà assez majeures des troubles psychotiques. Donc, tout ça pour souligner le fait que le rétablissement, si on veut que ces gens-là aient une belle qualité de vie, se rétablissent, ben, on doit vraiment prendre en compte les comorbidités, notamment le jeu problématique. Donc, l'étude qu'on a réalisée visait principalement trois objectifs principaux. La première, c'était de venir déterminer un peu plus, de façon un peu plus précise, l'incidence du jeu problématique.
Donc, ce que j'ai présenté tout à l'heure, c'était des prévalences, c'est-à-dire, à un moment donné, on prend une photo de la population, puis environ 9% des gens qui ont un jeu problématique. L'incidence, ça nous permet de venir voir le nombre de nouveaux cas. Donc, à savoir, par exemple, dans ce cas-ci, chez les jeunes qui ont un premier épisode psychotique, ben, est-ce que, il y a beaucoup de nouveaux cas ou c'est plutôt des gens qui vont arriver, vont déjà avoir du jeu problématique? Donc, ça, c'est important parce que ça peut nous permettre de prioriser l'allocation de ressources, donc d'agir en amont. Est-ce que déjà en amont, est-ce qu'on peut prévenir la survenue de jeux problématiques? Ensuite de ça, un peu dans la même veine aussi, c'est de venir identifier les facteurs prédicteurs. Donc, est-ce qu'il y a certains jeunes qui ont des caractéristiques particulières, chez qui on devrait peut-être faire plus attention, chez qui on devrait suivre de façon un peu plus soutenue avec d'attention le risque de jeux problématiques? Puis, bien sûr, aussi venir explorer là, de façon un peu plus poussée le lien avec l'antipsychotique, en particulier l'aripiprazole qu'on a abordé. Donc, l'étude, Marie-France l'a dit, mais elle a été faite là, dans deux cliniques d'intervention précoce du Québec. Des cliniques là, qui traitent des jeunes de 18 à 35 ans, du côté de Québec et du côté de Montréal. Il faut savoir que dans la province, ce sont deux des programmes là, les plus importants en termes de taille, de bassin de population. Ils ont des populations assez représentatives aussi de l'ensemble du territoire. Du côté de Montréal, c'est une clinique un peu plus située dans le centre-ville. Donc, on a un peu plus de diversité ethnique, un peu plus d'itinérance. Donc, ça fait quand même en sorte qu'on a assez un échantillon assez représentatif. Il faut savoir aussi que depuis 2018, il y a un cadre de référence qui encadre la pratique en intervention précoce. Donc, toutes les cliniques sur l'entièreté de la province vont avoir à peu près les mêmes modalités d'accès, d'intervention. Ce qui fait que ça donne un terrain, si on veut, là, qui va générer des résultats qui sont assez représentatifs de l'ensemble de la province. Donc, pour ce qui est des méthodes, je vais passer quand même brièvement, mais il faut savoir que l'étude a été faite sur près de 4 ans, donc de 2019 à 2023. Donc, il y a eu en plein pandémie, donc il y a eu des enjeux, des défis entourant la pandémie. C'est ce qu'on va explorer là, dans un projet subséquent, comme Marie-France l'a brièvement abordé. Donc, ce qu'on faisait, en fait, tous les nouveaux patients qui étaient admis dans les deux cliniques étaient, en fait, là, on dépistait, on avait élaboré une procédure de dépistage du jeu systématique avec des experts, l'équipe de professeur Isabelle Giroux, entre autres, du Centre québécois d'excellence pour la prévention et le traitement du jeu ici à Québec. Donc, vraiment, les intervenants, dès qu'on avait des nouveaux patients, on dépistait les habitudes de jeu. Donc, est-ce que la personne joue, à quel genre de jeu elle joue, à quelle fréquence, les montants d'argent. Si la personne jouait, on allait également dépister le risque de problème avec l'indice de la gravité du jeu problématique. On en parlait brièvement, mais c'est un outil qui permet de dépister le risque. Puis ensuite de ça, chez certaines personnes qui étaient jugées à plus haut risque, on avait une évaluation diagnostique par les médecins psychiatres. Puis ça, ben, c'est beau de le faire à l'admission, mais aussi on le répétait tout au long du suivi, donc minimalement aux 6 mois, ou plutôt là, si on avait des indices qui laissaient croire que peut-être le jeune avait développé des problèmes, des ennuis financiers, par exemple. Donc, l'indice de la gravité, je ne veux pas non plus trop aller en détail dans les différents instruments, mais il faut savoir que c'est un instrument de dépistage. Donc, ça contient 9 questions qu'on pose à la personne. Donc, c'est la personne qui va répondre à ces questions-là. Puis, il va y avoir différents items. Donc, par exemple, au cours des 12 derniers mois, est-ce que tu vas parier plus d'argent que tu pouvais te permettre de perdre? Puis, la personne va dire, bon, c'est arrivé jamais, c'est arrivé parfois, c'est arrivé la plupart du temps. Puis, il va y avoir des points qui vont être alloués aux différentes réponses. Donc, on va avoir un score final sur 27. Puis ce qu'on sait dans la littérature, avec les données qu'on a, c'est que les gens qui ont un score de 8 points et plus, mais souvent, c'est des gens qui vont être à risque élevé d'avoir un jeu problématique. Puis vous voyez, la prévalence au Canada en 2018 était quand même relativement faible. Donc, on parlait de 0,3%. Possiblement une sous-estimation. C'est sûr que dans des outils auto-rapportés comme ça, parfois on peut sous-estimer l'ampleur de nos problèmes, mais quand même, ça donne un indice. Puis ensuite de ça, ben, il faut savoir aussi qu'il existe un diagnostic de troubles de santé mentale. Donc, le trouble lié au jeu d'hasard et d'argent peut être diagnostiqué aussi par un psychiatre. Donc, il y a des critères bien précis. Donc, par exemple, est-ce que la personne a un besoin de jouer avec des sommes d'argent croissantes, etc. Donc, les gens qui étaient à risque d'avoir un jeu problématique rencontraient leur psychiatre traitant qui évaluait là, s'il y avait un diagnostic.
Donc, pendant la période à l'étude, 2019 à 2023, on a eu 520 jeunes qui ont été admis dans nos deux cliniques à Montréal et à Québec. La durée du suivi moyen était d'environ 1 an et demi. Donc, il y a des gens qui ont été suivis pendant 3 ans, il y a des gens qui ont été suivis pendant un peu plus moins de temps que ça. Vous voyez, les caractéristiques, c'est assez typique de notre population. Donc, ce sont des jeunes adultes, en moyenne, ont 24 à 25 ans. Ce sont principalement des jeunes hommes, tout simplement parce que les troubles psychotiques ont tendance à survenir plus tôt chez les hommes que chez les femmes. Ensuite de ça, ben, l'ethnicité blanche était la plus prévalente. Il faut savoir qu'à Québec, c'était vraiment le cas. À Montréal, c'était un peu plus divers, comme je le disais, un peu plus de gens là, d'origine ethnique noire et hispanique également. Pour ce qui est de l'incidence, qui était le premier objectif de l'étude, donc pendant la durée du suivi, il y a eu 18 personnes qui ont développé vraiment un jeu problématique. Donc des gens qui n'avaient pas de jeu problématique à l'admission, qui en ont développé un. Vous voyez là seulement deux femmes. Puis lorsqu'on considère la durée de suivi, ben, on a une incidence de 2,6 cas pour 100 personnes années. Donc, ce que ça veut dire, en fait, c'est que si on a 100 patients, qu'on les suit pendant 1 an, ben, on peut s'attendre à avoir environ 2 à 3 nouveaux cas de jeux problématiques. Donc, c'est quand même assez important parce que c'est des gens qui n'ont pas de jeu à l'admission. Puis, il faut savoir que, par exemple, à Québec, ben, on a une cohorte de jeunes d'environ 300 personnes. Donc, ces 300 personnes-là, si on les suit pendant 1 an, on peut voir près de 9 cas de jeux problématiques. Donc, c'est quand même assez important. C'est un premier résultat qui a quand même été surprenant d'une certaine partie. Pour ce qui est des facteurs prédicteurs maintenant, donc il faut savoir que pendant l'étude, bon, on récoltait aussi plusieurs données, notamment bon, le sexe, mais aussi est-ce que la personne a un emploi, est-ce qu'elle a des conditions cliniques, est-ce qu'elle a des comorbidités, de l'usage de substances, etc., qui nous permettraient de voir ensuite de prédire le risque. Puis, vous voyez ici les différents facteurs qui sont ressortis. Donc, notamment, les gens qui avaient un trouble d'utilisation de stimulants étaient près de 3 fois plus à risque de développer du jeu problématique. C'est quand même quelque chose qui a été répliqué dans la littérature antérieurement. Donc, c'est des gens souvent qui vont être un peu plus impulsifs, qui sont à la recherche d'émotions fortes. Le fait aussi d'avoir un secondaire non complété, des antécédents de jeu récréatifs. Donc, des gens qui nous disent, ben, moi, oui, de temps en temps, je joue au poker avec des amis ou je fais des mises parfois. Ce sont des gens qui vont avoir un risque beaucoup plus élevé de développer un jeu problématique. Les antipsychotiques, certains antipsychotiques, on va y revenir. Puis l'ethnicité blanche, il y a un petit bémol ici. C'était pas vraiment l'ethnicité blanche en tant que telle qui était associée à un risque accru, c'était plutôt que ça venait souvent avec plusieurs autres facteurs, notamment les gens qui étaient d'ethnicité blanche dans l'étude étaient souvent des gens qui n'avaient pas de secondaire complété, qui avaient davantage de comorbidité. Pour ce qui est de la médication en soi, donc qui était le troisième objectif, notamment le lien avec l'aripiprazole. Donc, vous voyez le nombre de cas qui ont été associés à l'aripiprazole, 13 des 18 cas sont survenus avec cet antipsychotique-là. Lorsqu'on compare avec tous les autres antipsychotiques qu'on utilise, il n'y avait pas d'augmentation du risque. Lorsqu'on regarde spécifiquement l'aripiprazole, on avait un risque de environ 5 fois plus élevé de développer du jeu problématique. Puis ça, c'est super important, c'est comme je le dis, c'est un antipsychotique qu'on utilise abondamment. Il y a environ le tiers, voire la moitié de nos patients qui vont recevoir cet antipsychotique-là parce que c'est efficace, mais c'est super bien toléré aussi. Donc, ça aussi, ça souligne un peu qu'il va falloir faire attention. Pour ce qui est des défis qui ont été rencontrés, donc, c'est certain que malgré la taille de la cohorte de 520 patients, on a quand même seulement observé 18 cas. Quand je dis seulement, ben, c'est quand même relativement important, mais ça fait en sorte que les analyses statistiques sont un peu plus limitées. Donc, c'est sûr que c'est difficile de conclure avec certitude sur les facteurs de risque. Donc, il y a davantage d'études qui vont être nécessaires pour vraiment venir identifier ces facteurs-là. On s'est aussi rendu compte que le fait de dépister le jeu problématique, malgré qu'on avait deux cliniques avec des intervenants très, très, très motivés, ben, c'est un enjeu parce que dans les soins, ben, on a beaucoup, beaucoup de jeunes à suivre. On a des pressions, entre autres, du gouvernement parfois, de voir beaucoup de patients, de diminuer les listes d'attente. Aussi, c'est pas toujours la priorité de dépister le jeu. Des fois, le patient va pas bien, il s'est fait mettre dehors de chez lui, etc. Donc, c'est pas nécessairement toujours le bon moment. Donc, ça vient quand même souligner que possiblement que le dépistage, si on veut vraiment que ce soit élargi à l'ensemble de la province, il va falloir peut-être trouver une façon que ce soit plus facilement applicable là, en clinique.
Puis aussi, bon, c'est sûr que c'est des études qui nécessitent beaucoup de ressources. Donc, on a été chanceux d'avoir l'appui du FRQSI, des actions concertées. Ça fait en sorte aussi que pour le futur, c'est sûr que des actions concertées comme ça, c'est vraiment essentiel pour pouvoir combler nos connaissances. Donc, au niveau des retombées, je dirais que la principale retombée, c'est vraiment l'incidence peut paraître faible, comme j'ai dit, mais c'est quand même relativement très important pour les cliniques. Donc, clairement, ça vient souligner l'importance de s'intéresser à cette comorbidité-là, puis de faire quelque chose pour aider ces personnes-là. Si bien que le dépistage du jeu problématique va être intégré au prochain cadre de référence ministériel, donc qui balise l'intervention précoce au Québec. Donc, vraiment, toutes les cliniques, on questionnait déjà l'utilisation de substances, mais on va aussi devoir maintenant questionner le jeu problématique. Puis ça tombe sous le sens quand on y pense. Ce sont des addictions également qui ont des conséquences très significatives. Puis aussi, ben, le lien avec l'aripiprazole fait en sorte que maintenant, c'est quelque chose qu'on parle avec les patients. Donc, c'est quelque chose qui reste rare comme risque, mais les gens doivent le savoir. Puis aussi, ben, de devoir en parler par la suite. Est-ce que si ça survient, que la personne soit au courant que c'est possible, de nous en parler le plus tôt possible. Il y a encore beaucoup d'éducation, de sensibilisation qui sont nécessaires. Donc, il y a encore beaucoup de stigmas qui entourent cette problématique-là. Donc, on a quand même beaucoup de nos jeunes qui ont sous-estimé leur problématique, qui n'osaient pas en parler, qui avaient honte d'en parler ou qui ne sentaient pas nécessairement que les intervenants euh, allaient être outillés pour répondre à leurs besoins. Donc, il y a encore beaucoup de sensibilisation à faire. Le dépistage est super important à intégrer. Je dirais que les patients, c'était pas leur première fois qu'ils étaient dans le système de soins de santé, mais c'était la première fois pour la majorité d'entre eux qu'ils entendaient parler du jeu problématique, ce qui peut être surprenant étant donné que c'est pourtant une condition de santé mentale à laquelle on devrait s'intéresser. Donc, clairement, on va devoir l'intégrer de façon plus systématique. Puis aussi, ben, on s'est rendu compte que le jeu problématique venait rarement seul. Dans la plupart des cas, il y avait aussi beaucoup de jeux vidéo qui étaient entremêlés au travers. Puis on peut même se demander, est-ce que pour certaines personnes d'entre eux, est-ce que le jeu vidéo a pu mener vers les jeux d'hasard et d'argent? Puis ça, ben, ça fait l'objet en fait d'une programmation là, complémentaire là, dont Marie-France a abordé très brièvement. Merci, Olivier. En fait, moi, je termine en disant à quel point ce projet-ci a eu un effet levier important pour notre groupe. Euh, la prochaine, en fait, on a pu faire, vous avez vu l'histoire que Olivier vous a racontée depuis l'observation de cas cliniques jusqu'à l'étude, si tu veux cliquer, qu'Olivier vient de vous présenter. On poursuit notre programmation de recherche avec des aspects en jaune sur les motivations, les impacts de la pandémie, les trajectoires, mais aussi des projets compagnons dont une étude de cohorte qui a aussi été financée par une action concertée, mais cette fois sur le jeu vidéo. Et on a même obtenu un IRSC pour regarder l'impact chez les joueurs de jeux vidéo lorsqu'ils ont recours au lot aléatoire. Est-ce qu'il y a un glissement ou qu'est-ce qu'on sait de est-ce qu'ils sont différents? Puis est-ce que cela pourrait conduire justement aux jeux problématiques cette fois? La prochaine. En fait, on a actuellement dans cette programmation-là, on a 45 personnes qui ont été approchées. Vous comprenez que l'étude de cohorte, il n'y avait pas de consentement. On avait obtenu de la Commission d'accès à l'information d'étudier toutes les personnes qui étaient traitées dans nos cohortes. Cette fois-ci, c'est avec consentement, puis on voit que c'est un défi supplémentaire, puisque 45 personnes approchées, 15 ont accepté d'y participer. Donc, il y a vraiment aussi tout un tabou autour des addictions comportementales, puis là, on s'en aperçoit. La beauté de la chose, c'est qu'à travers des projets qualitatifs, c'est très riche, on a beaucoup de renseignements avec un nombre limité de sujets. Et donc, on a donc 2 projets compagnons qui sont en cours actuellement où on a à la fois des aspects quantitatifs à travers des questionnaires en ligne qui sont complétés, mais aussi des entrevues qualitatives qui vont nous en dire plus sur les expériences de ces jeunes-là. Si tu veux cliquer. Encore une fois, on voit que le recrutement va bien, mais c'est plus compliqué et c'est encore plus compliqué quand il est question de lot aléatoire ou puis même si on comparait les taux d'acceptation pour le jeu de hasard et d'argent, c'est plus difficile de parler de ça que de parler de jeux vidéo, même si on ne parle pas encore d'un trouble de jeux vidéo. Donc, ça va être à suivre.
Et ce qui est vraiment intéressant, si tu veux montrer la suivante, c'est qu'en fait, ça nous a permis de faire vraiment beaucoup, beaucoup de publications scientifiques, d'une part, mais aussi de soutenir la formation de deux étudiants au doctorat. Donc, il y a Olivier qui vient de terminer, mais on a aussi Maxime Huot-Lavoie qui poursuit ses études MD, PhD, lui sur le volet jeux vidéo. On vient de recruter aussi un étudiant à la maîtrise. On a pu soutenir des projets d'été. Et on a développé, en plus d'Isabelle Giroux, que tu as nommé, Olivier, des collaborations avec, par exemple, professeur Magali Dufour, qui développe une approche qui va être disponible en ligne, le Virtua, et aussi le professeur Yasser Casal, qui est un spécialiste des addictions comportementales, qui, lui, travaille en Suisse, avec qui on a fait des chapitres de livres et plusieurs publications. Donc, ça a été extraordinairement aidant pour notre équipe d'avoir les actions concertées pour réseauter, pour développer des connaissances. On a eu des collaborations aussi, des appuis de jeux, aides, références, bien sûr le réseau de l'ACPEP qui est un endroit, comme le disait Olivier, qui permet d'avoir des retombées assez directes de nos trouvailles. Par exemple, la procédure de dépistage, peut être implanté plus facilement de par le fait que l'approche est normée. Alors voilà, je terminerai sur ça. Je veux remercier toute l'équipe, en particulier, bien sûr, Olivier, qui a travaillé très fort sur ce projet, mais toute notre équipe. Puis je souligne encore une fois la vision des actions concertées de ce sujet qui, pour une population vulnérable comme les personnes qui souffrent de troubles psychotiques, on pense que c'est un sujet extrêmement important et on est content de pouvoir faire avancer les connaissances pour ces personnes-là. Merci beaucoup. Un grand merci à vous pour la présentation d'une grande clarté, avec beaucoup d'intérêt, là, on le voit, puis c'est pas un sujet facile à vulgariser, je vais vous le dire, ou à rendre, on va dire digeste, mais en fait, vous y arrivez avec brio, puis c'est les commentaires qu'on a d'ailleurs sur votre rapport de recherche nous avons mis le lien là, dans le fil de discussion. Donc, moi, j'invite vraiment les gens qui n'auraient pas encore consulté le rapport de recherche d'aller faire un tour. C'est quand même un 25 pages double interligne, là, donc c'est quand même très accessible, facile à lire, avec des parties là, où il y a vraiment des recommandations, des pistes. En tout cas, moi, j'en ai lu certaines que vous n'avez pas abordées. On verra si dans les questions, ça ressort. Donc, un grand merci à vous là, d'avoir rendu tout ça accessible. Je voyais qu'il y avait beaucoup de références aussi que vous avez mentionnées. Ben, ces références-là, je sais qu'il y a une annexe dans votre rapport aussi qui liste au moins 7 des articles, là, si je ne me trompe pas. Donc, pour les personnes qui voudraient aller plus loin, voilà, je vous invite à aller consulter tous les personnes qui est en ligne en ce moment ou qui nous réécouteront un petit peu plus tard. Donc, pour le moment, on va passer à la prochaine présentation qui risque de susciter encore beaucoup de discussions. Donc, je ne m'attarde pas, mais quand même, je présente Andréane Légaré qui va nous présenter son projet de synthèse des connaissances, les jeux de hasard et d'argent en ligne et le sentiment de solitude, un examen systématique des facteurs de risque et de protection. Et puis, à titre informatif, hein, je rappelle qu'une synthèse des connaissances, c'est différent qu'une recherche. Hein. C'est peut-être pertinent de le dire, là, selon la définition du FRQ, la synthèse vise à inventorier des connaissances pour faire le point sur celles qui sont disponibles sur un sujet, puis en permettant en même temps d'offrir un cadre d'analyse critique, hein, de manière à dégager des pistes de réflexion, d'action utiles pour la recherche autant que pour les milieux décideurs ou pratiques. Je présente rapidement Andréane Légaré. Donc, elle est, comme vous le savez, professeure là, au service sur les dépendances de l'Université de Sherbrooke et psychologue. Elle dirige l'équipe de recherche sur la santé et le bien-être numérique, dont les travaux portent sur les impacts du numérique sur la santé mentale et sociale des jeunes adultes. Elle s'intéresse notamment aux liens entre la solitude, l'utilisation des écrans et les comportements de jeu en ligne. Puis elle est accompagnée aujourd'hui de deux étudiantes qui participent à l'étude, qui ont participé. Donc, Rasoa Miadana, Volanirina, Rasolo Fomamunji et puis Catherine Lehmann.
Donc, je vous remercie d'être là à trois voix aujourd'hui. Puis, je vous invite à nous présenter les résultats de votre recherche pour les 30 prochaines minutes. Super, merci Karine. Euh, Est-ce qu'on me confirme qu'on m'entend bien et qu'on voit bien la présentation? Super, merci beaucoup. Donc, merci à tout le monde d'être là. Merci à Karine pour la présentation. Donc oui, aujourd'hui, on vous parle des résultats, en fait, de notre synthèse des connaissances sur les jeux de hasard et d'argent en ligne et le sentiment de solitude. Avant de commencer, je voudrais, remercier les fonds de recherche, puis le ministère de la Santé et des Services sociaux d'avoir permis la réalisation de ce projet et la tenue de la rencontre. Ce projet-là, je ne l'ai pas réalisé seul, vous vous en doutez. Pour réaliser le projet, j'ai composé une équipe de 4 chercheurs de l'Université de Sherbrooke, donc mes collègues Adèle Morvanou, Eva Monson et Magali Brodeur, qui ont mis la main à la pâte. Et le projet n'aurait pas été possible sans la participation de 2 auxiliaires de recherche extraordinaires, donc Catherine Liman puis Volanirina Razolofo-Mamonji, qui sont présentes aujourd'hui là, pour vous présenter notamment la méthode qu'on a utilisée et les résultats qu'on a obtenus dans le cadre du projet. Pour faire une petite mise en contexte, d'où est-ce que notre projet origine, il faut savoir que l'engouement pour les jeux de hasard et d'argent en ligne, ça ne cesse d'accroître au sein de la population québécoise. Les statistiques le démontrent, il y a une augmentation significative du nombre de personnes qui participent à cette forme de jeu de hasard et d'argent-là, qui est passé de 1,3% environ en 2012 jusqu'à 15% en 2021. Il faut savoir que les jeux de hasard et d'argent, mais en ligne, pardon, sont désignés comme étant l'une des formes de jeu les plus préjudiciables et ils seraient susceptibles de causer davantage de dommages à la personne qui pratique les jeux de hasard et d'argent, ainsi qu'à son entourage et sa communauté. En parallèle, on observe que parmi les méfaits associés aux jeux de hasard et d'argent en ligne qui ont été recensés notamment par l'INSPQ, il semblerait que les personnes qui participent aux jeux en ligne sont plus nombreuses à rapporter vivre un sentiment de solitude que les personnes qui s'adonnent aux jeux de hasard et d'argent hors ligne. Qu'est-ce que c'est la solitude? C'est un état émotionnel souffrant qui est engendré par la présence d'un écart de satisfaction entre le lien social qui est perçu et celui qui est souhaité, que ce soit par rapport à la quantité de liens ou encore à la qualité des liens. En comparaison, l'isolement social, qui est un concept associé, c'est davantage un manque objectif de relations sociales ou un réseau social qu'on pourrait qualifier de pauvre. Donc, l'isolement social, c'est un concept qui est associé à la solitude, mais il faut garder en tête que c'est possible de vivre de la solitude sans nécessairement être isolé socialement. Il faut savoir que la solitude, c'est considéré comme une problématique de santé publique à l'échelle internationale. Il y a plusieurs organisations de santé qui parlent d'une épidémie de solitude. L'Organisation mondiale de la santé a récemment publié un rapport concernant les risques associés à la solitude. En fait, quand on s'intéresse aux personnes là, qui vivent de la solitude chronique, on se rend compte que la solitude, c'est un facteur de risque de mortalité prématurée qui est comparable au tabagisme ou à l'inactivité physique. C'est associé à une augmentation du risque de maladies cardiaques, d'hypertension, de troubles anxieux, de troubles de l'humeur et aussi de problématiques de dépendance. Le sentiment de solitude, historiquement, ça a été associé à la pratique des jeux de hasard et d'argent hors ligne. En fait, ce qu'on sait, c'est que les personnes qui jouent dans des établissements de jeux, donc dans les casinos ou encore, si on pense au Québec, dans les bars, identifient le sentiment de solitude comme étant un élément qui les place à risque de développer un trouble lié aux jeux de hasard et d'argent ou encore de vivre des conséquences négatives en lien avec leur pratique des jeux. Cette relation-là, comme je vous ai dit, elle est bien documentée quand on s'intéresse aux jeux de hasard et d'argent hors ligne. Par contre, on en sait encore peu sur l'association avec la participation aux jeux de hasard et d'argent en ligne. Il y a un constat qui demeure clair toutefois, c'est que tant la pratique des jeux de hasard et d'argent en ligne que le sentiment de solitude sont associés à des conséquences néfastes pour la personne, son entourage et sa communauté. Donc, l'association de ces deux phénomènes-là au sein du même groupe de personnes, ça soulève des préoccupations majeures en termes de santé publique. C'est donc cette préoccupation-là qui est à l'origine du projet dont on vous parle aujourd'hui. Notre objectif, c'était vraiment d'aller faire
un tour de la documentation scientifique, donc de documenter l'association entre la participation aux jeux de hasard et d'argent en ligne et le sentiment de solitude, puis d'explorer la présence de facteurs qui contribuent à cette relation-là. Je vais passer la parole à Vola qui va vous présenter notre méthode. Merci Andréane. Alors, notre temps est limité aujourd'hui pour vous détailler toute la méthodologie, mais pour vous résumer un peu le processus, c'est que tout d'abord, la méthode que nous avons choisie pour cette revue systématique s'appuie sur les directives du GBI, Joanna Briggs Institute. C'est un examen systématique de l'étiologie et des facteurs de risque. Et cette méthode nous permet donc de circonscrire la relation entre la participation au JHA en ligne et le sentiment de solitude, en plus là d'identifier les facteurs qui contribueraient à cette relation-là. La méthode développée par le GBI propose la création de critères d'inclusion selon le modèle PEO, Population Exposure Outcome. Et en s'appuyant sur ce modèle-là, nous avons formulé les critères de sélection suivants: une population adulte, le JHA en ligne et le sentiment de solitude en tant qu'exposition est variable observée et qui pourront être interchangeables. Et pour les autres critères, les études originales, les rapports, les thèses ainsi que les mémoires non publiées, ayant des devis quantitatifs, qualitatifs ou mixtes. Ces études-là devaient paraître dans les 25 dernières années et écrites en français ou en anglais. Notre stratégie de recherche a adopté une méthode en entonnoir et en boule de neige en interrogeant plusieurs bases de données de la littérature scientifique publiée et de la littérature grise pour une recherche exhaustive. Hum, Puis, nous avons élaboré cette stratégie de recherche avec la collaboration d'une professionnelle en recherche documentaire de l'Université de Sherbrooke. Ensuite, les références ont été importées et analysées dans Covidence, qui est un outil de soutien à la réalisation de revues systématiques. Dans le cadre de ce projet-là, vu l'inclusion des données qualitatives, la synthèse narrative, c'est-à-dire un résumé textuel exposant les principaux résultats tirés des documents, a été préconisée comme méthode de synthèse. Parmi 514 références importées, 8 études ont répondu à nos critères de sélection. Ces études étaient publiées entre 2013 et 2024. La majorité a été réalisée en Europe. Et parmi les études européennes, une qui a été menée au Royaume-Uni avait inclus des personnes participantes provenant du Canada, d'Australie et des États-Unis. La majorité des devis qu'ils ont utilisés a été quantitatif, dont une quantitative expérimentale. Et les études incluses dans la revue portaient sur différentes populations, soit sur la population générale, sur les étudiants et étudiantes universitaires, sur les joueurs et joueuses s'adonnant régulièrement au JHA en ligne, ainsi que sur les personnes présentant un risque modéré ou sévère de troubles liés au JHA ou ayant reçu un diagnostic, pardon, de troubles liés au JHA. Nous allons ensuite voir la manière dont les JHA en ligne et le sentiment de solitude sont appréhendés dans les études. Tout d'abord, l'ensemble des études recensées pour la variable principale, l'ensemble des études recensées ont pour variable principale la participation au JHA en ligne. Donc, l'évaluation repose sur différents indicateurs. De manière générale, la conceptualisation des JHA en ligne dans ces études est abordée sous un angle d'un usage problématique ou pathologique et ça se reflète vraiment dans le choix des instruments de mesure qu'ils ont utilisés. En effet, la majorité des travaux ont eu recours à des questionnaires visant à évaluer la présence d'un trouble lié au JHA. Parmi les études recensées, 6 études ont utilisé des échelles de mesures validées dans le PGSI, qui est employé dans 3 études. Et en complément, certains auteurs ont eu recours à d'autres questionnaires qui ne sont pas forcément validés afin d'explorer des variables associées au JHA en ligne, telles que les motivations, les types de jeux pratiqués ou bien les émotions vécues par les individus lors de la pratique des jeux en ligne.
Concernant la façon dont la solitude a été évaluée dans les études recensées, il n'existe pas de réel consensus quant à la définition. On observe souvent une confusion entre les notions de solitude, l'exclusion sociale et l'isolement social. Or, il est important de distinguer le fait de se sentir seul, qui est une expérience subjective, qui peut survenir même lorsqu'on est entouré, comme Andréane l'avait dit tout à l'heure, du fait d'être isolé ou exclu socialement, qui renvoie davantage au nombre de relations sociales. La manière opérationnaliser le concept de solitude varie aussi d'une étude à l'autre. Dans la majorité des cas, la solitude est considérée comme une variable secondaire. En effet, une seule étude avait pour objectif officiel ou principal d'examiner le lien entre le sentiment de solitude et la participation au JHA en ligne, tandis que dans les 7 autres études, les variables en lien avec la solitude figuraient parmi un ensemble de covariables psychologiques plutôt qu'en tant que variable principale d'investigation. Ensuite, concernant la mesure du concept de solitude, le recours à des questionnaires validés a été limité dans les études. Une étude a utilisé le SILSA qui distingue la dimension sociale et émotionnelle de la solitude et une autre étude a eu recours à l'échelle UCLA qui est considérée comme la référence pour l'évaluation du sentiment de solitude. Et les autres études ont utilisé des questionnaires simples et dichotomiques comme par exemple vous sentez-vous seul? Oui, non, sans vraiment approfondir la complexité du vécu de la solitude. Et certaines questions comme à quel point vous sentez-vous rejeté ou ignoré se rapprochent davantage des aspects relationnels ou sociaux du sentiment de solitude, de la solitude, plutôt que le sentiment de solitude à proprement parler. En comparaison donc avec le concept du GHA en ligne qui est généralement bien défini et rigoureusement évalué, ben, la solitude ici apparaît moins bien évaluée et malgré le fait qu'elle constitue un phénomène complexe et multidimensionnel, il est encore difficile de l'appréhender dans toute sa richesse. Maintenant, moi, je voudrais passer la parole à ma collègue Kat pour vous présenter la suite des résultats. Oui, alors merci, voilà. Pour la suite de cette présentation, ben, je vais discuter des résultats de cette recension-là sur la relation entre la solitude et la participation aux jeux en ligne. Alors, d'abord, lorsqu'on regarde la relation entre la solitude et la participation aux jeux en ligne dans la population générale et étudiante, on a une première étude qui met en lumière que les personnes jouant en ligne sont plus susceptibles de déclarer s'être senties seules au cours de la semaine précédant l'enquête. Ces mêmes résultats-là démontrent que les personnes se sentant seules avaient presque 2 fois plus de risques de participer aux jeux en ligne que celles qui se sentaient pas du tout seules. Ceci mène les auteurs à conclure que la solitude est une variable prédictrice de la participation aux jeux en ligne. Ce résultat il concorde avec les données obtenues dans une étude nigérienne qui rapporte que l'isolement social est une variable prédictrice de la participation aux jeux en ligne chez les étudiants universitaires nigériens. Il convient quand même toutefois là, de noter que dans cette étude-là, bien que l'isolement prédise la participation aux jeux en ligne, son impact est plus faible que d'autres facteurs tels que l'auto-efficacité ou encore l'ethnicité des étudiants. Ceci mène les auteurs un peu à conclure que l'isolement social a une contribution qui est quand même modeste dans la prédiction des comportements de jeux en ligne dans leur échantillon étudiant. Finalement, on a une étude qui s'est déroulée en Turquie, qui s'est directement penchée sur la relation unissant la solitude et la participation aux jeux en ligne chez les étudiants universitaires. Les résultats de cette étude-là, ben, ils indiquent que les étudiants qui jouaient en fait aux jeux en ligne étaient plus susceptibles de ressentir de la solitude ainsi que de se sentir éloignés de leur famille. Les étudiants rapportent peu d'activités sociales. Euh, Ceux-ci, ben, ils étaient beaucoup plus davantage motivés à jouer aux jeux en ligne. Les auteurs, justement, de cette étude-là, ils observent que plus le score de la solitude est élevé,
plus le risque de présenter un trouble de jeu est élevé, ce qui les mène à conclure que la solitude, c'est un prédicteur du trouble de jeu associé au jeu en ligne. Puis, lorsqu'on regarde la relation entre la solitude et la participation aux jeux en ligne, chez les personnes qui s'adonnent de manière ici régulière aux jeux en ligne, puis quand on regarde les études quantitatives, on a une première étude de McCormack qui met en évidence une association entre le niveau de risque d'un trouble de jeu et la perception de solitude pendant les séances de jeux en ligne. Alors, les personnes qui présentent un trouble de jeu probable étaient significativement plus susceptibles de ressentir de la solitude au cours de la séance de jeu que celles ayant un risque moindre. Toutefois, en raison de la nature de l'étude, alors comment elle a été construite, les auteurs y soulignent qu'il reste à déterminer si les personnes qui jouent en ligne de manière problématique sont davantage des personnes déjà solitaires qui se tournent vers le jeu ou si elles développent un sentiment de solitude en raison de leur pratique de jeu en ligne. Puis, cette préférence en matière de jouer seul est également rapportée dans l'étude de Casal et à ces niveaux de risque élevés de développer aussi, présenter en fait un trouble de jeu. L'étude de Casal, elle propose une analyse qui permet un peu de distinguer des profils de personnes joueuses qui s'adonnent aux jeux en ligne. Parmi les profils qu'on voit, il y en a un qui se dégage, qui sont les joueurs solitaires et endettés, qui sont caractérisés par un haut taux de solitude et par la présence de dettes là, associées à la participation aux jeux en ligne. Ce profil de joueur, mais il est associé à des risques élevés de présenter un trouble de jeu et par une tendance à jouer seul sans interaction avec d'autres joueurs ou joueuses. Puis, les auteurs, eux, ils suggèrent que la solitude, combinée à l'endettement, sera associée à un risque accru de développer un trouble euh, de jeu chez les personnes qui s'adonnent au JHA en ligne. Puis, lorsqu'on garde la solitude, la relation entre la solitude et la participation aux jeux en ligne chez les personnes s'en donnant encore ici de manière régulière, on a des données qualitatives qui contextualisent cette association entre le trouble de jeu et la solitude. Dans le cadre de l'étude de Ying, la solitude combinée aux commodités des jeux en ligne, alors la facilité d'accès ou par exemple encore la disponibilité 24 heures sur 24 du jeu a été identifiée comme des facteurs contribuant aux problèmes de jeu en ligne. Des participants, en particulier chez des participants qui étaient veuves, handicapés ou qui souffraient déjà de troubles mentaux. Dans l'étude de cas qui a été faite par Sauvaget, on a ici une personne âgée qui est isolée. Euh, Elle rapporte avoir développé un trouble de JHA en lien avec les casinos en ligne à la suite du décès de sa partenaire de vie. La solitude, puis l'isolement généré par justement cette perte d'un être cher, plus la facilité d'accès des jeux en ligne, ben, ça a contribué à l'initiation des jeux en ligne, puis éventuellement à un développement de la problématique de jeu chez cette personne. Ainsi, les données qualitatives, elles portent à croire que la solitude puis l'isolement, ben, elles peuvent être des facteurs de vulnérabilité favorisant l'initiation du jeu en ligne et le développement possible d'une problématique de jeu en ligne, en particulier chez les personnes qui sont déjà fragilisées par des pertes affectives ou encore des limitations personnelles. Alors, l'un des objectifs du présent projet, c'était de documenter la relation unissant le sentiment de solitude à la participation du jeu en ligne. Sur la base des études recensées, la solitude ici semble exercer une influence sur la participation au jeu en ligne. Les sentiments de solitude, d'exclusion sociale ou d'isolement sont apparus comme des facteurs accentuant ou exacerbant la participation au GH en ligne. Euh, un autre objectif de notre ascension, c'était d'identifier des facteurs de risque et de protection. Puis, il faut considérer qu'à cause du petit nombre d'études qu'on a trouvées et les devis utilisés, ça ne nous permet pas d'une exploration de nombreux facteurs de risque et on n'a malheureusement trouvé aucun facteur de protection, ça n'a rien été identifié dans justement notre ascension.
Une étude du corpus, elle a évalué, par exemple, que l'influence de diverses caractéristiques sociodémographiques sur le sentiment de solitude, sans toutefois nécessairement identifier de facteurs contributifs, à l'exception d'une association avec les sexes des participants. En effet, il y a l'étude qui s'est déroulée en Turquie, ben, elle dénote que les hommes de l'échantillon présentent des scores de solitude plus élevés que les femmes. Les résultats des analyses un peu plus poussées indiquent que ce facteur n'a pas une influence significative sur la présence de solitude. Deux études du corpus présentent des informations concernant les préférences en matière de jeux en ligne et leur association à la solitude. Donc, il y aurait quand même une association entre le fait de jouer seul, sans interaction dans les chats ou avec d'autres joueurs et le sentiment de solitude. Par contre, les devis de ces études-là ne permettent pas d'aller plus loin sur le plan de cette association-là. D'après les études aussi recensées, ben, il y a certains facteurs psychosociaux qui ressortent comme des éléments de risque. Euh, Certaines caractéristiques psychologiques et sociales alimentent le sentiment de solitude chez les personnes joueuses, ce qui favorise leur jeu en ligne et peut mener à un développement du trouble du jeu. Par exemple, les étudiants qui ont peu d'activités sociales ben, rapportent davantage de solitude puis présentent un risque plus élevé de jouer au GHA. Euh, en- la perte d'un proche, des problèmes de santé mentale comme l'anxiété, la dépression, ou encore l'impulsivité, ou encore des difficultés physiques comme une mobilité réduite ou des troubles de sommeil accentuent aussi l'isolement. Ces situations y renforcent l'attrait des jeux en ligne comme un moyen de distraction ou de compensation pour un manque d'interaction. Puis maintenant, je vais passer la parole à professeur Légaré pour la suite de la présentation. Merci, Kat. Donc, en somme, il y a trois messages clés qui seraient à retenir, qui vont notamment inspirer les retombées puis les pistes d'action en lien avec la solitude et les jeux de hasard et d'argent. Le premier constat qui se dégage de la documentation scientifique, c'est que la solitude puis l'isolement, ben, ce sont des facteurs qui contribuent à l'initiation puis à la participation des jeux de hasard et d'argent en ligne, mais aussi au développement potentiel d'un trouble lié aux jeux de hasard et d'argent. Il y aurait certains facteurs, notamment le manque d'activité sociale, l'effritement du réseau social ou encore des enjeux sur le plan de la santé physique et mentale qui vont accentuer la solitude et que peuvent ressentir certaines personnes et qui va influencer indirectement l'initiation des comportements de jeux de hasard et d'argent en ligne. Toutefois, ce qu'il faut retenir, c'est que la recension de la documentation nous a montré qu'il y avait vraiment peu d'études scientifiques qui se sont intéressées à cette association-là. La recherche sur la problématique est encore très limitée, encore plus si on veut se concentrer spécifiquement sur un contexte québécois ou encore canadien, ce qui implique le besoin de développer davantage de projets de recherche, de questions de recherche pour mieux comprendre la dynamique, puis ultimement orienter les interventions. Toutefois, sachant que c'était dans notre mandat comme équipe de recherche qui ont réalisé une synthèse des connaissances pour les fonds de recherche du Québec, on a dégagé certaines retombées et avenues pour la pratique clinique, les programmes de formation, mais aussi les politiques publiques. Sur le plan de la pratique clinique, il y a certaines recommandations qui pourraient être pertinentes là, finalement pour les milieux de la santé mentale, des dépendances, mais aussi pour les milieux communautaires. Sur le plan de la santé mentale, il apparaît pertinent d'intégrer une forme de détection et potentiellement une évaluation de la solitude chez les personnes qui consultent pour des problématiques de santé mentale. Sachant que la solitude est associée là, à un éventail de problématiques, notamment sur le plan de la santé physique et de la santé mentale, de pouvoir détecter la présence de solitude apparaît un élément pertinent, mais il serait aussi intéressant d'aller un petit peu plus loin, puis de faire un repérage ou une détection de la participation aux jeux de hasard et d'argent en ligne chez les personnes qui rapportent de la solitude. Ce serait important pour les intervenants en santé mentale de considérer la solitude comme étant un facteur de risque d'initiation, de maintien ou d'aggravation d'un problème lié aux jeux de hasard et d'argent en ligne. Sur le plan de l'intervention en dépendance, il serait particulièrement intéressant que les personnes qui œuvrent dans ce domaine-là portent une attention particulière à la présence de solitude chez les personnes qui consultent pour une problématique de jeu de hasard et d'argent,
notamment en lien avec les jeux de hasard et d'argent en ligne. Donc, encore une fois, il pourrait être pertinent d'intégrer une détection et potentiellement une évaluation plus formelle de la solitude et de maintenir cette évaluation-là ou de la faire en continu tout au long du suivi. Il apparaît aussi intéressant, lorsqu'on travaille avec des personnes qui ont une problématique de jeux de hasard et d'argent en ligne, de rester vigilant ou vigilante par rapport aux événements de vie qui sont susceptibles d'accroître la solitude. On en a parlé, la perte d'une personne chère, une perte de mobilité, par exemple, ou encore le développement de nouveaux problèmes de santé mentale qui pourraient être associés à un accroissement de la solitude et peut-être précipiter une potentielle rechute là, par rapport aux jeux de hasard et d'argent en ligne. Finalement, pour les personnes qui présentent là, la double problématique, si je peux me permettre, donc des personnes qui présentent un trouble lié au jeu de hasard et d'argent et qui présentent aussi de la solitude, ça pourrait être intéressant de prioriser des formats d'intervention qui sont associés à une diminution du sentiment de solitude. Je pense notamment à tout ce qui est intervention de groupe qui ont été identifiés dans la documentation scientifique comme étant une forme d'intervention qui réduit significativement la solitude, mais aussi on pourrait miser sur l'entraînement aux habiletés relationnelles parce que la solitude pourrait être associée à un déficit à ce niveau-là. Finalement, les organismes communautaires peuvent aussi être informés par les résultats de cette recension-là, notamment tous les organismes de réinsertion qui viennent en suivi post-intervention auprès des personnes joueuses. Donc, ça pourrait être intéressant pour ces organismes-là de prioriser là, des stratégies de réinsertion sociale chez les personnes qui sont sujettes à la solitude et chez les personnes joueuses qui ont complété un suivi en dépendance. Sur le plan de la formation, il y a une potentielle actualisation des programmes de formation qui pourrait être fait à l'issue de nos résultats. Donc, il y a plusieurs disciplines qui peuvent être concernées, tant en sciences de la santé qu'en santé mentale. Euh, à notre avis, il serait pertinent d'intégrer des notions sur la solitude et ses impacts dans les programmes là, de sciences de la santé, dans les sciences de la santé mentale de manière plus générale, comme la psychologie ou le travail social, de sensibiliser les personnes cliniciennes en formation sur les liens qui unissent la solitude à la participation aux jeux de hasard et d'argent et sur le potentiel développement d'un trouble lié au jeu. Finalement, il pourrait être pertinent d'outiller les futures personnes intervenantes à détecter la solitude et les difficultés qui y sont associées. En ce qui concerne spécifiquement les programmes d'intervention en dépendance, ça pourrait être intéressant d'intégrer ces connaissances-là dans les cours qui traitent spécifiquement des dépendances comportementales, donc d'intégrer la solitude comme étant un facteur de risque à l'émergence d'un trouble lié aux jeux de hasard et d'argent, spécifiquement en matière de jeux de hasard et d'argent en ligne, puis de former au lien entre la solitude et les comportements de jeu. Ça pourrait être intéressant de favoriser le développement de compétences en réduction des méfaits en considérant la solitude comme étant un phénomène sur lequel on peut intervenir et un levier de prévention des méfaits associés aux jeux de hasard et d'argent en ligne. Il y a trois pistes aussi qui se dégagent pour orienter les actions de prévention et les réflexions en matière de politique publique. Premièrement, il nous apparaît pertinent de renforcer la sensibilisation au lien entre l'isolement social, la solitude et les comportements de jeu. Les campagnes existantes, qu'elles portent sur la solitude ou sur les dépendances comportementales, gagneraient à intégrer plus explicitement les risques qui sont liés à la combinaison de ces deux réalités chez les mêmes personnes. Donc, ça suppose d'adapter des messages de prévention, puis des canaux de communication aux besoins des populations les plus vulnérables, notamment les personnes âgées ou les jeunes adultes. Deuxièmement, le développement d'initiatives de prévention devrait tenir compte du rôle de la solitude dans l'émergence et le maintien du trouble lié au jeu. Donc, miser sur le renforcement du lien social, sur des activités collectives, sur de l'éducation aux risques associés aux jeux en ligne permettrait d'agir à la fois sur la solitude et sur la réduction des comportements à risque. Finalement, il serait souhaitable que les politiques publiques reconnaissent la solitude comme un déterminant transversal de la santé et un facteur de vulnérabilité aux troubles liés au jeu. Intégrer cette dimension dans les programmes de prévention et dans les politiques sociales permettrait d'assurer une meilleure cohérence entre les interventions de santé mentale, en dépendance et en inclusion sociale. Cela dit, il y a plusieurs questions qui demeurent ouvertes là, à l'issue de notre recension de la documentation. Puis comme je vous ai mentionné, il y aurait des études supplémentaires qui seraient nécessaires. On a développé
des potentielles pistes de recherche qui nous permettraient d'aller plus loin sur le plan des connaissances et éventuellement pouvoir appuyer davantage les recommandations qui découlent de notre réflexion. Donc, une des premières pistes de recherche, ce serait vraiment d'aller poursuivre ou explorer davantage là, les mécanismes qui peuvent influencer la participation aux jeux de hasard et d'argent chez les personnes qui ressentent de la solitude. Ce serait essentiel de déterminer dans quelle mesure la solitude agit comme un facteur de risque et par quel processus. Par exemple, la recherche de liens sociaux, la gestion émotionnelle ou encore l'ennui. Ce type d'analyse-là nous permettrait de mieux cibler les points d'entrée pour la prévention et l'intervention. Ensuite de ça, il apparaît pertinent de renforcer la précision des outils de mesure qui sont utilisés pour documenter la solitude dans les études sur les jeux de hasard et d'argent. Un enjeu récurrent qu'on a retrouvé dans la documentation scientifique, c'était la manière dont la solitude était mesurée. C'était souvent mesuré par un seul item qui ne réussit pas à bien capter le phénomène de solitude dans sa globalité et ce qui vient remettre un peu là, en question la validité de ces mesures-là. Donc, il faudrait standardiser le recours à des outils de mesure qui sont validés dans les études qui s'intéressent à la solitude et sur les jeux de hasard et d'argent. Jusqu'ici, la majorité des études, ou en fait toutes les études qu'on a recensées, considéraient la solitude comme un prédicteur du jeu, mais il y avait peu d'études qui se sont intéressées à examiner l'effet inverse. Par contre, on sait que la participation aux jeux de hasard et d'argent en ligne, c'est une activité qu'on réalise de manière générale seule, quoiqu'on peut avoir des interactions en ligne avec certaines personnes, mais on a vu que plusieurs personnes préféraient jouer seules. Et on pourrait se demander dans quelle mesure cette activité de jeu solitaire pourrait accentuer le phénomène de solitude en réduisant les interactions sociales hors ligne ou en renforçant l'isolement. Il serait donc nécessaire d'étudier cette relation bidirectionnelle pour comprendre mieux les dynamiques de maintien et de rechute. Finalement, il nous apparaît hautement important d'obtenir des données de recherche qui seraient contextualisées. Donc, la recherche gagnerait à être ancrée dans les réalités québécoises, les réalités canadiennes. On sait que les facteurs culturels, les cadres de régulation du jeu, les modes de socialisation numérique diffèrent d'un contexte à l'autre et ça peut avoir à la fois une incidence sur les comportements de jeu, mais aussi une incidence sur la manière dont la solitude est vécue et est rapportée par les personnes. L'idée de produire des données locales permettrait d'adapter des interventions puis des politiques publiques spécifiques à nos milieux, tout en contribuant à la compréhension internationale du phénomène. Je vois que j'ai peut-être dépassé un peu mon temps, puis j'ai pas accès au... Je vois personne finalement dans mon écran, mais je veux juste terminer en concluant que ce projet-là s'inscrit dans une famille de projets de l'équipe de recherche sur la santé et le bien-être numérique. Donc, nos projets Connexion sont des projets qui visent à mieux comprendre la relation entre les activités en ligne, donc tout ce qu'on fait sur les écrans et le sentiment de solitude. Donc, je vous invite à aller consulter les initiatives Connexion sur le site web de l'équipe de recherche. Et si jamais vous voulez repartir avec un résumé du projet qu'on vous a présenté aujourd'hui, c'est possible de télécharger une affiche résumée du projet qui a été développée, là. Donc, c'est une page recto verso qui vous présente les grandes lignes de notre projet et les résultats. Vous pouvez scanner le code QR qui est à l'écran pour avoir accès là, aux résultats de notre projet. Je vous remercie de votre attention, puis j'ai hâte d'entendre vos questions. En fait, c'est déjà notre conclusion, hein. On vous a promis de vous libérer à midi, donc on tiendra notre promesse. Moi, je veux simplement remercier le ministère pour son engagement, hein. Vraiment, je le répète, c'est le M3S qui finance vos projets. On voit l'effet levier, on voit toutes les idées que ça peut susciter même. Donc, ça continue dans le temps, cet engagement-là du M3S. Merci aux équipes aussi de... C'est quand même, vous vous prêtez au jeu du dialogue quand vous acceptez une action concertée
concertée quand vous soumettez vos dossiers. Donc, on a vraiment discuté pendant des années sur ces projets-là. On vous remercie. Puis je remercie le public pour ses questions qui rend ça toujours très dynamique, en fait, plus dynamique même. Puis j'invite les personnes qui auraient des questions dans les prochaines semaines ou les personnes qui vont revisionner le tout à la maison un peu plus tard. N'hésitez pas à écrire à nos équipes vos questions. Souvent, elles sont très preneuses là, de savoir qu'est-ce que ça suscite chez vous comme réflexion. Donc, n'hésitez pas à écrire aux équipes. Là, vous allez recevoir toutes les informations, ben, leur PowerPoint, entre autres, qu'on a déjà mis en ligne au début de notre séance. Puis, je rappelle que tout va être enregistré, va être diffusé sur YouTube dans quelques jours. Puis, vous allez recevoir, là, en fermant la rencontre, un pop-up, une petite fenêtre surgissante qui va vous demander de répondre à notre sondage. On aimerait bien savoir, là, connaître votre appréciation. Ça nous permet de nous améliorer, de mieux accompagner nos équipes aussi qui présentent à chaque année. Donc, un grand merci à vous de répondre à ce sondage. Puis, je fais l'honneur du vrai mot de la fin à Samuel du ministère. Voilà. Ben, merci beaucoup. Merci Karine là, pour ces bons mots. Ben, je tiens à remercier là, au nom du ministère de la Santé et des Services sociaux, donc les équipes de recherche là, pour la qualité des travaux, des présentations qui ont été réalisées, mais également là, la participation du public. Merci aussi aux partenaires du ministère, Santé Québec, les établissements territoriaux, les organismes partenaires ainsi que le secteur de la recherche pour notre mobilisation. On tient évidemment à remercier le Fonds de recherche du Québec, secteur société et culture pour sa contribution et à l'organisation de cette activité de transfert des connaissances là, pour les milieux utilisateurs. Il va sans dire que les résultats des recherches qui nous ont été présentées aujourd'hui contribuent à comprendre, à prévenir, à réduire les méfaits liés à la pratique des jeux de hasard et d'argent, à examiner l'efficacité des programmes de prévention, d'intervention précoce, de réduction des méfaits ou de traitement pour le trouble là, de l'usage des jeux de hasard et d'argent, en concomitance ou non là, avec les problématiques associées. Elles viennent surtout soutenir l'avancement des connaissances dans les secteurs concernés sur des questions en lien avec les préoccupations de la société québécoise. Puis elle contribue également là, à l'élaboration, l'évaluation de politiques publiques, mais également encourager le partage des savoirs entre les personnes productrices et utilisatrices de connaissances. Donc voilà, je vous remercie encore une fois à toutes et à tous pour votre participation. Puis je vous souhaite une agréable journée.